Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 17 mai et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'Amarante, une princesse aussi belle que cruelle et qui malmène sans remords ses prétendants. C'est un conte de Catulle Mendes intitulé « La Belle du Monde ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Lorsque le quotidien devient éprouvant, qu'on traverse une période stressante, qu'on a passé une mauvaise journée, qu'on est un peu triste, on a parfois tendance à ressasser nos inquiétudes avant le coucher. Et parfois à réfléchir sans fin, inutilement, à des choses qui sont en dehors de notre contrôle. Et puis il y a parfois cette petite voix de notre mental, avec ses croyances limitatives et ses blessures d'autrefois qui s'y mêlent. Dans son livre « Je ne cours plus qu'après mes rêves », Bruno Combe raconte la vie de 3 femmes. Louane, 18 ans, Lorraine, 39 ans, et Louise, 77 ans. 3 femmes qui, à différentes étapes de leur vie, traversent différentes épreuves. Louane doit composer avec des blessures d'enfance et un contexte familial toxique. Lorraine est à un carrefour de sa vie et n'en peut plus de son travail qui la rend profondément malheureuse. Louise vient de perdre son mari et sa mémoire lui joue des tours. Ces 3 femmes, les 3 L comme l'auteur les surnomme, vont se rencontrer, faire preuve de solidarité, de sororité, s'aider à faire des choix et affronter le quotidien. C'est un joli roman qui vient nous rappeler que l'on traverse tous de petites difficultés et de grands drames, et qu'à défaut de ramer contre le courant de la vie, nous avons tous cette capacité à être résilients face aux épreuves. Alors je vous propose qu'on commence ce soir par se féliciter d'avoir traversé cette journée, qu'elle ait été bonne ou mauvaise, qu'on se félicite d'avoir fait du mieux que nous pouvions. Et pendant que vous vous installez confortablement, je vais vous lire quelques courts extraits de ce roman. Lorsque les difficultés se feront plus présentes, lorsque les hésitations et le doute vous envahiront ou que la tristesse s'invitera dans vos pensées, alors vous sentirez ce souffle d'un air chaud venu du sud de l'Espagne, venu de ce village au nom imprononçable que vous m'avez aidé à rejoindre avant que je décide de vous quitter, Valdehíros. Ce souffle d'air chaud, c'est celui des grands-mères qui chantent le soir sur la place du village au milieu des rires des enfants. Alors la peur et l'angoisse disparaîtront, la tristesse s'envolera. Ce souffle d'air chaud, vous saurez que c'est moi qui vous l'envoie, car il chantera un air doux qui vous rappellera le plus précieux des conseils. Cours après tes rêves. Tout finit par passer. Les bonheurs, les matins chagrins, la douleur et les soirées d'espoir. Tout, absolument tout. Les bonnes nouvelles, la peur, les sourires, le repos, les erreurs et les éclats de rire. Autorisez-vous à présent à mettre vos inquiétudes de côté. Elles s'attendront plus tard. L'heure est maintenant au repos et à la détente. Pendant la prochaine minute, on ne va rien faire d'autre que d'observer notre position sur le matelas. Tranquillement, sans attente particulière. On finira ensuite par une détente progressive du corps avant la lecture du conte de ce soir. Observez votre respiration s'adoucir progressivement. Observez les mouvements de votre poitrine et de votre ventre, à l'inspire et à l'expire.
qui montent et qui descendent. À chaque expire, votre corps s'enfonce encore un peu plus dans le matelas. Laissez-vous simplement aller et basculer lentement vers la détente. Portez à présent votre attention sur vos deux pieds et sentez comme une douce sensation de détente les envelopper. Et remontez lentement au niveau de vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos hanches, votre ventre qui continue de vous bercer tranquillement. Votre poitrine et votre dos. Vos épaules qui sont complètement relâchées. Laissez cette sensation de douceur s'installer un peu plus longtemps dans la région de vos épaules. Avant de rejoindre votre nuque tranquillement. Puis votre tête et votre cuir chevelu, qui s'enveloppe à son tour d'une douce sensation de bien-être. Ne faites rien d'autre à présent que de profiter de cet état de détente et de quiétude. Et notez comme c'est plaisant, comme c'est agréable. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. En ce temps-là, dans ce pays, les jeunes filles et les jeunes femmes, si elles savaient qu'elles étaient jolies, ne le savaient guère que par ouï dire. À peine suspendues au mur ou prises dans la main, toutes les glaces, grandes ou petites, se répandaient en lumineux débris sans heure visible, comme d'elles-mêmes. Et
savez-vous pourquoi elles se brisaient de la sorte? Parce qu'elles étaient désespérées de ne pas être le miroir où la princesse Amarante mirait ses lèvres de fleurs et sous ses cheveux de soleil, ses yeux de ciel. À 100 lieues à la ronde, on n'aurait pas, même en cherchant longtemps, rencontré une dame ou une demoiselle qui, pour la beauté, fût comparable à la princesse. Elle était l'enchantement de tout ce qui l'entourait, hommes, bêtes ou choses. Pas plus que le roi son père, son petit chien ne pouvait se lasser de l'admirer. Si elle demeurait quelques heures sans traverser la salle où se tenaient les gentilshommes de la cour, il devenait malade de tristesse. Lorsqu'elle n'avait pas fait dans le parc sa promenade accoutumée, les balsamines et les jacinthes, en s'endormant dans un froissement de feuilles, se disaient l'une à l'autre, même après la plus belle journée: quel sombre temps il a fait aujourd'hui. Mais elle était pour le moins aussi méchante que belle. D'avoir de profondes prunelles bleues où s'attendrissait délicieusement la lumière ne l'empêchait d'entrer en des colères qui faisaient trembler tout le monde. Elle avait plus souvent envie de mordre que de sourire, bien que sa bouche eût la douceur aimable d'une petite rose poupine. Et la colère n'était pas son plus grand défaut. Elle était envieuse, elle qui possédait dans des coffrets de jade et d'or tant de diamants et de perles. Elle était envieuse au point de pâlir de rage si elle voyait une ou deux gouttes de rosée sur une primevère matinale ou quelques grains de verre rôtis au cou d'une pauvresse. Ajoutez que le cœur clos à toute tendresse, elle avait réduit au désespoir les plus beaux et les plus riches princes de la terre. On citait jusqu'à 12 prétendants qui s'étaient laissés mourir du chagrin de n'avoir pu l'obtenir en mariage. Une fois que sur la pelouse avec ses demoiselles d'honneur elle jouait à la berlurette, c'était un jeu fort à la mode en ce temps à la cour, elle entendit 2 pages se promenant dans une allée voisine, derrière un buisson, parler entre eux d'un merveilleux oiseau qui ressemblait, d'après les récits des voyageurs, à un brasier rose de pierreries. Cet oiseau avait son nid sur la plus haute cime d'une montagne sauvage, dans un pays lointain. Tout de suite, quoiqu'elle eût déjà des oiseaux de toutes sortes, elle eut envie de l'oiseau inconnu. Elle manda un prince qui, pour l'amour d'elle, séjournait à la cour depuis plus d'une année en grande mélancolie. C'était le propre neveu de l'empereur de Trébizonde. Il était jeune et beau comme un matin de printemps. Afin de plaire à la princesse, il avait accompli les plus périlleux exploits. Il avait triomphé des plus rudes épreuves. Mais jamais elle ne récompensa que par des rebuffades l'amour et le dévouement qu'il ne cessait de lui témoigner. Quand le prince fut venu, « Seigneur, lui dit-elle, vous irez, s'il vous plaît, me chercher l'oiseau pareil à un brasier rose de pierreries qui a son nid dans la montagne des Algonquins. Et si vous l'apportez, je vous donnerai peut-être à baiser le bout de l'ongle de mon petit doigt. » « Ah, madame, s'écria une demoiselle d'honneur, ne savez-vous pas que dans sa solitude lointaine, cet oiseau est gardé par 1000 aigles féroces au bec de fer? Il serait bientôt fait de mettre en pièces, fût-il le plus fort et le plus courageux des vivants, celui qui serait assez insensé pour s'approcher d'eux. » Amarante avait déjà cassé d'une main furieuse la tige du plus proche rosier. « De quoi vous mêlez-vous, mademoiselle ?» Puis se tournant vers le prince, « Je pensais, Seigneur, que vous étiez déjà parti. » Il s'inclina et s'éloigna d'un pas rapide. Telle était sa bravoure, tel était surtout son désir de mériter la récompense promise. Il triomphera des 1000 aigles féroces. Peu de jours s'étant écoulés, la montagne était peut-être moins éloignée qu'on ne le croyait, il reparut, ayant sur le poing comme un faucon familier le merveilleux oiseau fait de pierreries vivantes. La princesse,
avec un air de dédain, déclara que la petite bête ailée ne valait pas la réputation qu'on lui avait faite. Cependant, elle consentit à la caresser 2 ou 3 fois. Mais la cruelle oublieuse ne donna pas son ongle rose à baiser au neveu de l'empereur de Trébizonde, et même elle ne remarqua point que le vainqueur des aigles avait le front, les joues, le cou, les mains, tout déchiré et tout sanglant encore. Il se retira, sans se plaindre, résigné. Et ce ne fut pas le seul péril où elle exposa le prince. Parce qu'elle eut envie d'une émeraude sans pareille, il dut descendre dans les entrailles de la terre et triompher d'une multitude de gnomes armés de torches flambantes. Il revint, tout fumant de brûlure. La princesse voulut bien accepter la pierre fine, mais du petit doigt promis, il n'en fut pas question. Une autre fois, elle exigea qu'il allât cueillir pour elle, dans le domaine d'un enchanteur très redouté, une fleur qui chantait comme un rossignol. Et cette fleur s'épanouissait dans la clairière d'une immense forêt dont toutes les branches étaient des lances en arrêt. Il revint percé de plus de 1000 coups, tout rose de blessures, presque mourant. La princesse consentit à écouter la chanson de la fleur, mais de dire au neveu de l'empereur « Voici mon ongle rose », elle n'en eut garde. Et lui, il ne se plaignait pas. Heureux peut-être de souffrir, même sans récompense, toujours triste et doux pour elle, si cruel. Un matin que dans une galerie, parmi ces demoiselles d'honneur, elle jouait au bagnodier, c'était un jeu qui en ce temps-là à la cour n'était pas moins à la mode que la berlurette, elle entendit 2 officiers du palais parler entre eux derrière le rideau d'une porte. Ils parlaient d'une jeune fille plus exquise que toutes les femmes et que toutes les fées. Un géant la tenait captive dans un château de bronze. Elle était si parfaite qu'on l'appelait la belle du monde, simplement, pour exprimer qu'il n'y avait qu'elle seule de belle sur la terre. Et les officiers, pensant qu'on ne pouvait pas les ouïr, ajoutaient qu'Amarante auprès de cette jeune personne n'était qu'une espèce de laideron. 4 vases de la Chine volèrent en éclats sous les petits poings furieux de la princesse. Une vivante, plus jolie qu'elle, voilà ce qu'elle ne pouvait tolérer. L'idée lui vint incontinent de faire périr dans les plus affreux supplices celle qui avait l'étrange impudence de l'emporter sur elle en beauté. Elle manda le neveu de l'empereur de Trébizonde. « Seigneur, dit-elle, vous irez, s'il vous plaît, me chercher la belle du monde qu'un géant retient captive dans un château de bronze. Et si vous la conquérez, je vous jure que cette fois je ne refuserai pas à vos lèvres l'ongle rose de mon petit doigt. »« Oh, madame, s'écria une demoiselle d'honneur, ne savez-vous pas que dans ce château lointain, la belle du monde est gardée par 1000 guerriers aux têtes de lions et de tigres. Ils déchirent et dévorent, en moins de temps qu'il n'en faut à un vautour pour croquer une alouette, les insensés rôdant dans le voisinage. Une armée innombrable de héros, brandissant au lieu de lance la foudre et l'éclair, ne vaincrait pas ces monstres qui ne dorment jamais. C'en est fait du prince, s'il ne refuse pas d'obéir à votre caprice. » Amarante souffleta sur les 2 joues la trop pitoyable demoiselle d'honneur, puis se tournant vers le prince. « Et quoi, seigneur, dit-elle, vous n'êtes pas encore revenu. » Il courba la tête et sortit. Mais ce fut seulement après une absence de plusieurs mois qu'il se montra de nouveau devant la princesse une fois qu'elle traversait la cour du palais. Il était dans un état qui eût attendri les plus atroces cœurs. Ses habits pendaient en lambeaux déchirés, de profondes morsures sillonnaient toute sa chair. Un de ses bras lui manquait. Il l'avait laissé sans doute dans la gueule de l'un des guerriers à tête de lion ou de tigre.
mais l'orgueil de la victoire éclatant dans ses yeux et flottant dans sa chevelure éparse, il était superbe et magnifique. Et derrière lui, il y avait un palanquin de velours jaune aux longues franges d'or. « Sois le bienvenu, dit la princesse Amarante, si tu amènes la belle du monde. »« Je l'amène, dit-il. »« Dans ce palanquin ? » ?»« Oui. »« À toi donc de l'en faire descendre. » Le prince s'approcha de l'éléphant qui s'était mis à genoux, et le velours jaune s'étant écarté, ceux qui se trouvaient là virent de toute neige et d'or une si admirable personne qu'ils en demeurèrent éblouis comme on l'est quand on regarde la gloire du soleil. La princesse Amarante poussa un cri de joie et de rage, tant elle était heureuse d'avoir en sa puissance, pour en faire le jouet de sa haine, celle qui la bafouait par une aussi incomparable beauté. Et soit que son horrible contentement la disposât à quelque mansuétude envers tout ce qui n'était pas la belle du monde, soit qu'elle ne put enfin s'empêcher d'admirer l'obéissance et la victorieuse bravoure du prince. « Seigneur, s'écria-t-elle, ce n'est pas seulement mon petit doigt, c'est toute ma main, c'est toute ma personne que je vous donnerai en échange de la belle que vous avez conquise. Vous serez le roi de mon royaume et l'époux de mon lit. » Et déjà elle faisait signe aux officiers et aux serviteurs de lui livrer la prisonnière. Mais le prince dit : « J'ai conquis la belle du monde, en effet. Seulement, madame, je l'ai conquise pour moi, non pour vous. Pour mon amour, non pour votre haine. Parce que trop souvent votre barbarie, après tant de travaux où vous exposâtes ma vie, me refusa l'ongle de votre petit doigt, je ne veux pas de toute votre personne. Et j'emporte dans mon palais de Trébizonde celle plus belle que vous, qui m'est aussi douce que vous me fûtes cruelle. » Là-dessus, il monta dans le palanquin dont les rideaux se refermèrent, et l'énorme éléphant, prompt comme les légères antilopes, car c'était, je pense, quelque éléphant enchanté, disparut dans la poussière ensoleillée du chemin, tandis que la princesse Amarante, pour passer sa rage, mordait à belles dents dans les bras et les épaules de ses demoiselles d'honneur. Bonne nuit. Bonne nuit.